Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et pour une fois, les vraies voix se sont lavées, se sont habillées. Ils se sont lavés les dents, les mains, les pieds, tout ça. On est content. Ça se voit, vous brillez comme des tout neufs. Mais vous avez pas un problème de nez olfactif? Non, je trouve qu'ils sentent bons. Ah bon? Non, ils sentent bons. Ils sont bons. Mais moi, je le fais tous les jours, ma chère Cécile. Au moins une fois, j'espère. Voilà. Il y a écrit Parlons vrai, Philippe Bilger. Et depuis que je sais que vous avez demandé à Philippe David de se laver les dents à 17h, je peux m'approcher de lui. Moi, je vous en prie. Je vais vous dire une chose, puisqu'on parle de propreté, je prends 2 douches par jour. Oui. Et quand je baroude, vous savez que je suis un baroudeur. J'en prends pas. Et je me lave pas des fois. Bah voilà, c'est ça. Pendant 2-3 jours, ça arrive. C'est ça. Et c'est pas plus mal pour la peau. Et ben voilà, il y a 2 écoles, c'est-à-dire qu'il faut pas se laver trop, je sais pas. Et puis En tout cas, vous êtes magnifique. Bruno Pomar est avec nous, ancien membre du RAID et maire de Belleflou, dans l'Aude. Oui. Dans l'Aude, là. Un département qui souffre avec les problèmes absolument agricoles que nous connaissons. Et il y a beaucoup de régions qui souffrent en ce moment avec les agriculteurs, qu'on embrasse bien fort, bien entendu. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Et la parole, il va la prendre bien longtemps aujourd'hui, vous allez voir, il y a plein de choses à dire. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? Ah ouais, ça va. Bah, ça va parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Ah, magnifique. Enfin, pas pour moi. Le sapin de Noël Sud Radio. Vous m'avez déjà en cadeau tous les jours, ça va? Oui, là, c'est même pas un cadeau. Là, c'est. Oh, les goûts. Mais non, enfin, je suis un bonheur. Dis donc. Je mange beaucoup, mais je suis un bonheur. Les amis, tiens, en parlant de manger. Voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé sous le sapin? Un air fryer crispy de la marque Ninja. Et je peux vous assurer que c'est canon. Quand vous avez ça chez vous, vous dites c'est bien quand même. Donc ça vous permet de cuisiner sainement pour toute la famille avec sa conception en verre. Vous allez cuisiner, surveiller vos cuissons en un clin d'œil tout en limitant la vaisselle grâce au récipient empilable. Et ça, Philippe David serait très content de l'avoir parce que lui, il n'aime pas faire la vaisselle, ça c'est sûr. Alors pour remporter ce très joli cadeau de air fryer crispy de la marque Ninja, c'est simple, vous envoyez un SMS, vous écrivez sapin, SAPIN, vous l'envoyez au 7 20 18 et c'est Zach aujourd'hui qui va récolter tous les gagnants. On va faire un tourné-boulet comme ça, on va faire un tirage au sort et bam, l'antenne, et vous le gagnez, en tout cas vous l'aurez sous le sapin. Soyez les bienvenus, c'est les vraies voix. Chers amis, si nous sommes réunis ici, c'est que la guerre agricole se prépare. J'ai vu des scènes de guérilla contre un troupeau de vaches, des gens qui se battent pour leur terre. C'est notre terroir, il faut le défendre. Là, la crise, elle va plus loin que la DNC. Mais ce qu'on a oublié, c'est tout l'accompagnement financier des agriculteurs à côté, des foyers qui vont avoir leurs animaux bloqués pendant 90 jours au minimum et qui vont pas pouvoir payer leurs factures et leurs fournisseurs. Il est temps d'agir. Les vraies voix Sud Radio. Et puisqu'on revient sur les blocages d'agriculteurs, aujourd'hui toujours en cours, un petit peu partout, avec une ministre à Toulouse qui tente d'apaiser la colère. C'est André qui nous appelle de Damazan. Bonsoir André. Bonsoir. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir Bruno et bonsoir la chère Cécile. Bienvenue sur Sud Radio. Merci à vous. Sur cette question, finalement, de se dire, est-ce que les agriculteurs français sont-ils les grands perdants de l'Europe ? Tout à fait, parce que nous, le problème qu'on a en France, c'est qu'on veut laver plus blanc que blanc. On a le principe de précaution qui est dans la Constitution, donc qui s'applique pour les produits agricoles, qui s'applique pour tout un tas de choses, qui rajoutent des normes et qui font qu'à un moment donné, nous, on passe plus de temps à remplir des papiers, à justifier notre travail qu'à travailler, quoi. Et c'est vrai que c'est très, très compliqué. Aujourd'hui, on a de la détresse dans les campagnes, quoi, parce que les gens, en travaillant dur, ils gagnent pas leur vie. Et en plus, on les embête sans arrêt. On a des gens qui sont très zélés pour venir contrôler des exploitations agricoles. Nous, on n'est pas non plus. On voit des points de deal où on n'a pas de force de l'ordre, où ils ont des consignes de ne pas aller pour pas créer des émeutes et autres. Nous, on se retrouve face à des CRS, des gendarmes mobiles, qui font leur travail. On ne peut pas leur en vouloir. C'est les donneurs d'ordre qui sont pas très malins, parce qu'à un moment donné, il faut jouer la désescalade, expliquer que il faut abattre le troupeau pour X et Y raison, et ils ont qu'à jouer sur la durée.
Les agriculteurs, ils vont pas rester 15 jours autour d'une ferme. Il suffit d'attendre qu'il n'y ait pas de mouvement d'animaux et ils auront le temps d'abattre. Mais pour moi, c'est pas la solution. Moi, je suis gaveur de canards, pardon, Cécile. Et on a subi un abattage de canards sains. On avait 940 canards dans notre salle de gavage. On les a gavés pendant un mois. On savait qu'ils allaient partir. Et on ne pouvait pas les laisser crever de faim, donc on leur donnait à manger une fois par jour. Oui. Et alors j'imagine un éleveur bovin la détresse face à ces animaux qui sont là depuis des années, quoi. C'est terrible. J'ai l'impression que vous le ressentez comme une injustice et on comprend très bien, Philippe Bilger. C'est vrai, et notre ami, lorsqu'il évoque la bureaucratie européenne, a totalement raison, et celle-ci existe, mais on l'a souvent dit ici, elle est même amplifiée par la bureaucratie française qui rend encore plus nuisible les fameuses normes qui entravent la vie de nos agriculteurs. Et derrière tout cela, il y a un grand nombre de tragédies personnelles, des angoisses que je comprends devant l'abattage des bêtes, et le fait que, surtout, il me semble que la ministre de l'Agriculture, au demeurant une personnalité que je connais un peu estimable, et propose trop tard, tout de même, une visite et des dialogues. Excusez-moi, je vais quand même dire un truc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne se nourrit pas en France avant tout de ce que produisent nos agriculteurs. Et s'il en reste, on l'exporte. Mais non, mais on l'importe. Oui, on l'exporte. C'est ça, on l'exporte. Parce que c'est la loi du marché mondial qui. C'est le marché mais à un mondial, moment donné, on s'en fout du marché mondial. On n'a pas le choix parce que c'est l'Europe qui décide à notre place. Donc là, on va signer le Mercosur. Non mais attendez, moi, si vous cherchez quelqu'un contre le Mercosur, vous avez un allié, j'allais dire deux poids. Mais c'est la logique, on est d'accord. Il y a des avantages certains, il y a des avantages d'autres. Les viticulteurs sont pour le Mercosur. Oui, parce qu'ils vont vendre plus de vin. Mais chacun défend sa cantine, excusez-moi les amis. Mais il faut arrêter d'englober tout. Il faut des distinctions. André. Non, mais puis déjà, excusez-moi, il faut quand même mettre des règles, ce qu'on appelle les clauses miroirs, qui permettent d'avoir de ne pas avoir trop de distorsion de concurrence. Parce que nous, nos éleveurs bovins, c'est là surtout que va être le problème avec le Mercosur, plus les céréaliers, plus tout le reste. C'est-à-dire, par exemple, le tourteau de soja pour nourrir les oléoprotéagineux, pour nourrir le bétail. Eux, ils produisent des OGM à 80 ou 90 ou 95%. Nos agriculteurs n'ont pas le droit de le faire. Donc ça fait déjà une concurrence déloyale. Deuxièmement, nous, on nous enquiquine, et je vais faire un parallèle, à nous dire, vous n'avez plus le droit de rouler en ZFE parce que vous polluez, mais au Brésil, on les laisse détruire un terrain de football de forêt toutes les 10 minutes ou toutes les heures, je ne sais plus, pour faire de l'agriculture, et là, ça passe sans aucun problème. Alors, il va falloir m'expliquer. Je veux bien, mais André, alors pardon d'être totalement binaire et la française moyenne, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne se sert pas avant les exportations, en fait ? Non, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a tellement détruit l'agriculture française qu'on n'est plus autosuffisant. Oui, mais déjà, prioriser le français, pardon. Tout à fait. Mais vous savez, M. Pomar a parlé des viticulteurs. Aujourd'hui, pour résoudre le problème de la viticulture, on arrache la vigne. Alors qu'on importe du vin. C'est ça, sûr. Oui, c'est ce que je vous dis. Servons-nous déjà pour nous, et puis une fois qu'on n'a plus, on va chercher ailleurs. C'est la faute, puisqu'on parle des viticulteurs, cher ami, le fait qu'on a exporté aussi les cabernets aux États-Unis, en Australie, etc. Et à un moment donné, on a vendu du cépage. Oui, du cépage. Oui, mais enfin, on a fait du business aussi. Et on a le retour de bâton, évidemment, et on le voit. Mais les céréales, c'est pareil d'ailleurs. C'est l'Ukraine qui l'ont. L'Ukraine, le Canada. André, vous exportez, vous ? Non, moi je suis producteur de foie gras, donc personnellement j'exporte pas. Je sais que l'entreprise où je livre, ils exportent des escalopes de foie gras frais, notamment en Belgique, en Espagne, Europe. C'est des marchés de niche, mais c'est très rémunérateur. Et c'est surtout dans cette période festive où on a des gens, c'est souvent des Français qui achètent ça, en plus. Et donc, qui ont développé de bouche à oreille, qui ont invité des gens, je pense. Et donc, c'est vrai qu'il y a un marché là-dessus. Mais après, on n'exporte pas beaucoup. Moi, je produis aussi des fraises qui sont des variétés gustatives, donc pas forcément très très solides, qui ont 3-4 jours de durée de vie, donc on les vend sur le marché français. Mais aujourd'hui, on a tout fait à l'envers. On a fait une loi Egalim. Alors, la loi Egalim, ça partait d'un bon principe. Vous déterminez le prix de revient de l'agriculteur, vous rajoutez une marge, et vous déterminez un prix qui va être proposé en rayon. Donc, on va avoir, par exemple, des fraises françaises à 12 €.
Mais comme les produits importés n'y sont pas soumis, on aura de la fraise espagnole à 1,50 €. Eh ben voilà. Donc le consommateur. Et tout ça, c'est la FNSEA. Alors, j'aime pas taper sur les agriculteurs, sur les collègues. Attendez. Ce qu'on va faire, André. La direction. Oui. André, ce qu'on va faire, c'est on fait une petite pub. On revient dans un instant. Mais on va faire votre pub aussi. Vous allez nous dire où est-ce qu'on peut acheter vos foie gras. Allez, vous bougez pas. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Soyez les bienvenus. André est avec nous d'Amazon 0826 300 300. Il a plein de choses à nous dire et on revient sur ces blocages d'agriculteurs avec autour de cette table Philippe David, bien entendu, avec Monsieur Belleflou, Bruno Pomal, le duc de Belleflou, le comte de Belleflou. Il souffre nos agriculteurs là-bas aussi. Absolument. Et Philippe Bilger, bien entendu. André, j'avais envie de vous faire de la pub. Où est-ce qu'on peut acheter vos fraises? Alors les fraises, on peut les acheter chez une entreprise qui s'appelle France Food à Aiguillon. Oui. Voilà. Et les canards, c'est chez les canards d'Ozan, à Castelnau-d'Ozan, dans le Gers. Ah, magnifique. Voilà, je sens. Et en théorie, vous avez dû en recevoir quelques petits trucs, normalement, je sais pas. On a reçu un colis qui est dans le bureau de Patrick Roger. D'accord, mais vous êtes trop sympa, merci André. Ils ont été détournés. Alors André, je vous le dis, je veux bien les cadeaux, mais moi je veux en acheter. Donc on va vous en acheter aussi, parce que ça c'est très important. Il n'y a pas que les cadeaux, et on va les distribuer à Sud Radio. Merci beaucoup. Sud Radio donne la parole, franchement, et laisse parler les gens. On peut, faut pas aller dans l'invective et dans les injures, c'est pas le but, mais vous laissez parler librement les gens. Donc pour moi, ça vaut de l'or. Je vous le dis franchement. Philippe David et vous-même, vous animez l'émission. C'est très intéressant tous les jours. Donc c'est un plaisir de vous faire plaisir. J'aime beaucoup André, il a du goût, je trouve. Voilà. Et on le remercie. On a reçu encore 2 autres colis parce que nos agriculteurs nous aiment. On a reçu un colis de Anne-Marie, qui est agricultrice dans la Haute-Garonne, et un autre de Ludovic dans les Landes. Voilà. Vous voyez, tous les agriculteurs nous aiment. Je tiens quand même à signaler qu'on ne fait pas ça pour ça. Bien entendu, on le fait parce que vous savez que nous, on est de la radio des territoires, et les territoires, c'est aussi beaucoup les agriculteurs. Philippe Bilger, est-ce qu'à un moment donné, on peut se détacher parce que là le Mercosur va certainement être signé, même si on entend les ministres dire oui, on n'est pas tout à fait d'accord, on sent bien que de toute façon il faudra plier. Absolument, on n'a pas le sentiment que nous avons un pouvoir qui sait où il va. J'entends bien que la situation à tout point de vue est très délicate et que ça n'est pas l'ambiguïté parlementaire qui facilite le règlement des problèmes. Mais je comprends que l'accumulation de ces problèmes commence véritablement non pas à angoisser les Français, c'est fait depuis longtemps, mais les diverses catégories qui ne cessent pas de contester la politique dont elles sont victimes. Mais de toute façon, l'accord va être signé puisque la Commission européenne a dit pas plus tard que cet après-midi, donc c'est récent. Signer l'accord maintenant est fondamental, c'était la réponse à la demande de report de la France. Donc dites-vous bien une chose, la Commission européenne défend les intérêts allemands, puisque c'est Madame von der Leyen qui est présidente de la Commission européenne, et Madame von der Leyen se fiche comme de notre première liquette des intérêts des agriculteurs français. D'accord ? Moi, je voulais poser une question à André. Ouais, André. Il y a une scission totale entre les syndicats. Que fout Rousseau, le président de la FNSEA, en fait ? Il protège les grosses propriétés agricoles, il se fout complètement de la petite agriculture ? Même pas. Vous savez, Arnaud Rousseau, il a plusieurs casquettes, il a énormément de mandats. Et au travers du groupe Avril et de Sophie Protéol, ils ont même racheté une usine de transformation de tourteaux de soja et autres pour le bétail au Brésil. Donc ça veut dire que lui, il participe à l'importation du Brésil. Donc lui, il est pour le Mercosur. Et le problème, c'est que les agriculteurs de base, qui sont de bonne composition, tous, moi j'ai pas de difficulté avec les gens de la FNSEA, de partout, de la Confédération paysanne. On a nous le MODEF, anciennement c'est les fermes familiales, c'est une émanation du Parti communiste. Ce sont des gens valeureux, on est tous pareils, on a tous les mêmes intérêts. Le souci qu'il y a, c'est que la direction de la FNSEA parle à l'oreille du gouvernement, et ce qui fait qu'ils prennent des directives qui ne sont pas adaptées. Aujourd'hui, on en crève. Il faudrait des gens de terrain. Vous êtes un policier de haut rang, vous savez ce qui se passe, vous, au ministère de l'Intérieur, ce serait bien qu'il y ait des gens qui soient compétents dans la défense et dans la protection des gens, dans la sécurité. Monsieur Bilger, dans la justice. Voilà, il faut des gens compétents partout. On a des hauts fonctionnaires qui sont complètement déconnectés du terrain. Donc, on choisit des représentants.
Non. Et puis, M. Arnaud Rousseau, il a dicté beaucoup de bêtises. Il y avait M. Moreau qui passe souvent sur votre antenne, c'est pareil. La loi Egalim, c'est-à-dire que ça partait d'un bon sentiment, sauf que les produits importés n'y étant pas soumis, ils deviennent encore plus concurrentiels. Après, on ne peut pas tous être d'accord sur tout, même si on est agriculteurs, Philippe David. Non, mais je parlais des clauses miroirs. Je vais prendre un exemple complètement dingue pour nos agriculteurs. Notre ami André, il n'a pas le droit d'utiliser certains produits pour faire ses fraises. Mais les Espagnols peuvent les utiliser, en veux-tu, en voilà. Et pire, c'est que les pays hors de l'Union européenne peuvent utiliser encore plus de produits parce que ça rentre, c'est pas toujours testé par les douanes. On va pas regarder s'il y a tel pesticide ou tel néonicotinoïde ou tel ceci ou tel cela. Donc, on a des gens qui ont déjà des normes assez dures par l'Europe et nous, on en remet une louche, deux louches, trois louches. Donc, on est plus compétitif sur les marchés mondiaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un déficit, le premier depuis 1978, déficit commercial agricole, depuis quasi 50 ans. Mais André, je peux vous poser une question franche. Est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter, en fait ? Moi, je vous explique. Moi, je travaille depuis l'âge de 14 ans et demi, et moi, j'aime le travail. Et moi, l'agriculture, c'est une passion. J'aime ce que je fais. Et le matin, quand je me lève, même si des fois le corps est un petit peu raide, si on a mal au dos, mal au cervical, qu'on a des pètes partout, qu'on a des contraintes, on a des salariés, c'est difficile à gérer, on ouvre la porte et on part au travail. Et c'est vrai que ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, j'ai le fils d'un collègue qui habite à 2 km de chez moi, 24 ans, qui a essayé de se trancher la gorge. Devant la détresse, quoi. Il était dans une situation très compliquée. Les fournisseurs, la MSA, la banque, et il a dit je m'en sors pas, je veux finir. Voilà, ça peut pas continuer on en est aujourd'hui dans le monde agricole. Et qu'est-ce que vous attendriez des pouvoirs publics pour vous soutenir ? Tellement de choses. Oui, une en particulier. Une expression triviale qui nous lâche la grappe, qui nous laisse travailler. Parce que nous, on ne demande que ça. Au lieu de nous faire geler des parcelles, qu'on puisse les semer, qu'on puisse produire des fraises, de tout ce qu'on peut produire, on va le produire. Parce que nous, on aime ce qu'on fait. On va augmenter nos productions, on est prêt à augmenter, à travailler davantage. Parce que nous, c'est ça notre but. C'est travailler plus pour gagner plus. Là, aujourd'hui, on travaille plus. On remplit des papiers dans tous les coins pour justifier notre activité et on gagne moins. Bon, moi, j'ai 62 ans, l'outil est amorti, je vais pas me plaindre. On a des revenus, je me plains pas. Mais quand je vois certains qui travaillent beaucoup, qui travaillent très dur, et quand ils perdent de l'argent, quand ils vendent de leur production, ils perdent de l'argent, c'est inadmissible, quoi. Et André, qu'allez-vous faire de votre exploitation quand vous partirez en retraite ? Alors, mon épouse est un peu plus jeune que moi, elle a 4 ans de moins, donc on va être obligé de faire au moins 6 ans. Ah oui, vous avez pris une petite jeune, bravo, André. Oui, on a 4 ans d'écart, vous imaginez que... je suis un cougar. C'est ça. Non, et ensuite, moi, j'ai pas de reprise parce que j'ai 2 filles. Une travaille dans l'éducation nationale et l'autre était ingénieure qualité sur Toulouse. Et vu comme ils nous ont vu travailler, elles nous ont clairement dit que c'était pas pour elles. Alors, on espère les petits-enfants, on ne sait pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est travailler le plus longtemps possible. Et on verra un suivant. S'il faut installer un jeune, on installera un jeune, on essaiera d'accompagner au mieux. Merci. Il faut continuer à produire en France et que nos consommateurs puissent profiter de nos bons produits, qu'on n'ait pas... C'est ce qu'on dit, le jour où on arrêtera nous, la bouse ne sera plus dans nos champs, elle sera dans vos assiettes. Oui, c'est ça. Ça, il ne faut pas que ça arrive. Merci beaucoup, André. Et puis, vous avez eu un éclair de génie en disant que monsieur Pomard était compétent. Et donc, voilà. Bah quoi ? Mais c'est vrai, hein ? Merci beaucoup, André, de nous avoir appelé aux 0826 300 300. Et si vous étiez ministre ? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et en l'occurrence, ministre de la Cohésion sociale. Et c'est Nathalie de Béziers qui nous appelle. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Monsieur Madame le ministre. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Madame le ministre, forcément on a envie de vous proposer de nous annoncer votre première proposition. Alors, la cohésion sociale, c'est un ministère qui existait, mais aujourd'hui a été renommé différemment. C'est le travail et les solidarités. Pour établir un petit peu de cohésion sociale dans ce pays qui en a bien besoin en ce moment, vous savez tous pourquoi. Moi, je me déplacerai dès que ça commence à bouger dans ce pays, et j'attendrai pas plusieurs jours comme Madame la ministre Genevard. Ensuite, pour revenir sur le travail, et je rebondis sur ce que disait le monsieur qui intervenait juste avant moi,
Si vous voulez restaurer de la cohésion sociale dans ce pays, il faut faire en sorte que la France qui travaille puisse être rémunérée convenablement, puisse partir à la retraite convenablement et puisse former ces jeunes qui prendront la relève convenablement. Alors, j'ai quelques idées, puisque moi je travaille dans le social, je passe mon temps à aider les gens. Néanmoins, je pense que le travail redonne dignité et fierté, et je ferai en sorte, avec mes autres collègues ministres, que le travail rapporte plus aux gens que de rester à la maison, au RSA ou au chômage. Je trouve... Oui. On va faire réagir, si vous permettez, Madame la Ministre. Madame la Ministre, votre propos est tellement intéressant que j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous croyez véritablement qu'un ministère de la cohésion sociale serait utile, ou est-ce qu'au fond, elle ne viendrait pas du fait que chaque ministère accomplirait son travail correctement ? Ah, mais tout à fait. Il faudrait. En fait, c'est un peu comme l'écologie. L'écologie ne devrait pas être une politique. Elle devrait être dans toutes les politiques. Oui. Donc, il faudrait de la cohésion sociale dans tous les ministères. Voilà. Moi, je le fais à mon petit niveau, dans mon petit, dans votre périmètre. Voilà. Et ça, enfin. Je veux pas paraître prétentieuse, mais à mon petit niveau, de ma petite structure de 400 personnes, je dois dire qu'il y a une cohésion sociale et il y a des gens qui bossent, qui ont envie de bosser, qui sont heureux de rendre service aux autres. Il faut redonner envie et goût. Mais alors, je voudrais juste reparler de l'enfance, de la jeunesse, de ceux qui vont nous succéder. Parce que comme moi, maintenant, je suis aussi en fin de carrière. Pour pouvoir justement garder cette cohésion suite, vous savez, la retraite telle qu'elle est actuellement, ainsi que les services sociaux, en fait tout, il faut que les jeunes se mettent au boulot. C'est ça. Alors, pour que les jeunes se mettent au boulot, il faut mettre le paquet sur l'éducation nationale, sur l'instruction. Là, il faut mettre le paquet en argent et en investissement. Et moi, j'ai une idée, c'est que tous les jeunes, à partir du collège, parce que c'est au collège que ça commence à dérailler, mais de bonne heure, dès la 6e, ils feraient 2-3 semaines dans un service ou dans une entreprise à voir comment ça se passe, pour leur donner envie, pour leur faire voir comment ça se passe, le travail. Et leur donner des idées pour plus tard. Alors, je vais pas dire comme Elisabeth Borne à 3 ans, les enfants doivent savoir ce qu'ils veulent faire. C'est nul. Mais à partir de la 6e, et juste pour reparler, de mon expérience personnelle, 10 secondes. Vous savez, 10 secondes. Mon père était entrepreneur métallerie serrurerie, d'accord. Quand j'avais 12 ans, il m'employait le mercredi après-midi ou pour faire des trous dans des bouts de fer, ou bien pour faire ses traites à ses fournisseurs. Et ensuite, j'en avais tellement marre de travailler tous les mercredis que je suis allée, ma cousine m'a fait rentrer dans une clinique à Paris pour faire ASH, c'est-à-dire nettoyer les chambres. Et j'ai fait plein d'expériences comme ça pour arriver où je suis. Faites ça avec les enfants et faites en sorte qu'il y ait des adultes qui les prennent sous leurs ailes, des tuteurs, pour leur donner envie du mentorat. De voir. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Madame le Ministre. Merci beaucoup. Et puis, bravo pour ce que vous faites. En tout cas, c'était un vrai moment de plaisir. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe David. Vite. Double espoir pour Christophe Glaise. Philippe Bilger. La démocratie est de plus en plus contestée. Bruno Pomar. Emmanuel Macron à Marseille, pourquoi faire ? Allez, on en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Et si vous, comme Nathalie, vous voulez nous appeler, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Mesdames et messieurs, ce soir, au circus de Pinder. Ah oui, elle est en forme. Je le fais bien ou pas, non? Ah oui, c'est bien, oui. T'as fumé, quoi? Non, je suis pas du tout. Ah non, elle fume pas, elle boit pas. Non, c'est lundi, je suis contente de vous retrouver. Voilà, j'ai tout donné, là. Après, c'est fini. Philippe David est avec nous, Philippe Bilger et Bruno Pomar. Et tout de suite, vous soyez les bienvenus. Je vous rappelle quand même ce numéro de téléphone, 0826 300 300. Et c'est avec Zach aujourd'hui, si vous voulez bien entendu commenter l'actualité avec nos vraies voix, en attendant le tour de table de l'actu des vraies voix. On est convoqué à la table ronde. Oula, le pognon à la limite, on ne cracherait pas dessus, mais là c'est pas le problème. Bon, alors quoi? C'est vous voulez des terres? Des terres? On a déjà pas assez pour s'occuper de celles qu'on a. C'est scandaleux. Bah alors quoi? C'est compliqué à expliquer en même pas une minute. Dans le détail, on sait pas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'on en a plein le cul. Le tour de table. De l'actualité. Une synthèse rapide. Qui est tellement d'actualité aujourd'hui. Philippe Bilger, face à l'impuissance de l'État, des Français finissent par douter de la démocratie. Oui, alors...
Très souvent, les Français se plaignent de l'inefficacité de l'État et on cite souvent la phrase de Churchill disant que la démocratie est le pire des régimes après tous les autres. Ça fait partie d'un certain nombre de banalités. Ce qu'il y a d'important aujourd'hui et qui a changé, c'est que les Français perçoivent véritablement dans des domaines qui sont capitaux pour eux à quel point l'État est impuissant. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de citoyens, et pas forcément des obtus, qui commencent à douter de l'efficacité de la démocratie en tant que telle, tellement les défis sont considérables et tellement la démocratie paraît parfois inefficace face à ce qu'on devrait faire. Et il y a des tentations autoritaires. C'est un risque, mais il faudrait que les vrais démocrates le perçoivent. Alors, allez-y, Bruno. Oui, non, je suis d'accord avec ce que dit Philippe, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a les extrêmes qui montent à ce point. On voit le Rassemblement national à quel niveau il est, il ne faut pas qu'on s'en étonne. Depuis 40 ans, on voit toujours les mêmes en politique. Ceux qui sont censés impulser une dynamique, faire bouger les administrations qui nous sclérosent dans tous les domaines. Donc effectivement, les gens doutent, et en doutant, ils se disent, tiens, on va peut-être essayer les extrêmes, ça ira peut-être mieux. Mais moi je crois fondamentalement une chose, c'est que déjà, les gens veulent de l'efficacité. Et on a une inefficacité totale à tous les niveaux depuis bientôt 50 ans. Chômage de masse. Plus ça va, plus il y a d'insécurité, plus il y a de violence, etc. Et c'est à chaque fois l'échec total. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on est vraiment en démocratie dans un pays? On parlait du Mercosur. On nous l'impose, ce sont des gens qui n'ont jamais été élus qui le décident. Est-ce qu'on est en démocratie quand ce sont des gens non élus qui décident? On avait retouché pour les agriculteurs la loi Duplon pour autoriser les non-nécotinoïdes. Qui a dit non alors que les élus du peuple avaient voté oui? Le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire une planque pour fin de carrière. Est-ce que ces gens non élus ont plus de légitimité que nos députés? Je réponds non. Donc la question, les gens doutent de la démocratie. Mais pourquoi? Parce que moi je le dis, nous sommes dans une ère post-démocratique où ce sont des gens non élus qui décident la grande majorité des choses. Il est difficile de dire ça, mon cher Philippe. Ah mais je l'assume totalement. Non mais assumer, très bien. Ça c'est pour assumer, mais par rapport à beaucoup de dictatures. Ah non mais j'ai pas dit qu'on était en dictature. Non, bien sûr. Mais quand on n'est pas en démocratie, il n'y a pas 36 substituts possibles. Il y a 50 nuances de démocratie. Ah oui, mais alors on y est encore. Je peux vous dire une chose, quand dans un pays, 55% des gens votent contre le traité constitutionnel européen et que la classe politique s'assied dessus, avec 90% du Parlement qui vote contre le peuple, c'est qu'on n'est déjà plus vraiment en démocratie. Mais où commence la démocratie? Où est-ce qu'elle s'arrête en fait? Je dirais qu'il est difficile, mais sans doute ne suis-je pas assez indigné là-dessus, de dire qu'on n'est pas en démocratie. Il y a des technocrates, comme vous l'avez dit Bruno, qui prennent des décisions à la place du peuple, mais tout simplement parce que c'est permis et c'est scandaleux. Il faudrait l'améliorer, mais surtout pas penser qu'un autre régime serait meilleur. On le voit, tu sais, on le voit avec les élus. Les élus, moi je suis maire d'un petit village, j'ai pas de grosses problématiques, je dirais, à gérer au quotidien, mais les élus, souvent, dans les mairies, sont sclérosés par leur administration. Les directeurs généraux des services, directeur général de l'administration, etc. sont eux les vrais patrons. Si le politique est pas assez couillu, excusez-moi du terme, pour imposer, pour dire on fait, même si on est borderline, on fait, ben voilà, et on voit qu'on est dans une société où la technocratie a pris le dessus surtout. Et c'est pour ça qu'on n'avance plus. Allez, Philippe David, puisque vous avez la parole. Un double espoir pour Christophe Glaise. Alors déjà, il a formé un pourvoi en cassation suite à sa condamnation quand même à 7 ans de réclusion pour avoir juste rencontré un président de club de football pour l'interviewer alors qu'il est journaliste sportif. Pourvoi en cassation, mais l'Algérie, c'est pas franchement un pays où les pouvoirs sont séparés, puisque c'est un régime militaire depuis l'indépendance. Et donc, faut voir si le régime algérien pourrait, par exemple, casser le procès pour un nouveau procès, etc. Mais il y a une deuxième chose, c'est que sa mère a rédigé une lettre au président Tebboune faisant une demande de grâce de son fils. Alors moi j'estime qu'on est arrivé à avoir la libération de Boualem Sansal via l'Allemagne. Ce serait peut-être bien que ce coup-là, une grâce présidentielle de Tebboune ait lieu pour Christophe Glaise. Mais alors sachant qu'il était en Kabylie et que la Kabylie est en train de déclarer son indépendance, permettez-moi de vous dire que j'ai quelques doutes, mais il y a quand même de
espoirs, aussi infimes fussent-ils. J'attends beaucoup de la lettre de sa mère. Si Tebboune a un petit peu de cœur, bon c'est. Après tout, on a le droit d'espérer un petit peu. On peut espérer peut-être une inflexion, je dirais, l'Algérie, parce que depuis que Retailleau n'est plus ministre de l'Intérieur, qui lui est allé direct taper sur l'Algérie en disant ça va pas se passer comme ça, vous voulez déconner, ben nous on va faire pareil, on va vous mettre à pression. Laurent Nunez y est allé, il retourne. Oui, je crois, oui. Il devrait y aller déjà. Non, il va y aller. C'est un homme de consensus. Laurent Nunez, c'est pas le même tempérament que Retailleau. Donc, est-ce qu'on a des espoirs par rapport à ça? Je pense qu'il peut, il peut apporter peut-être une réponse concrète à la libération, pour la libération de ce Peut-être que cette lettre va permettre au président Tebboune de sortir par le haut en disant OK, j'accepte ça, parce qu'en fait c'est ça, c'est de ne pas perdre la face. Vous avez raison, éviter de perdre la face. Il faut lui donner bonne conscience quand il fera preuve de générosité, d'ailleurs, à l'égard d'un homme qui n'a rigoureusement rien à se reprocher. Bruno Pomar voulait revenir sur Emmanuel Macron qui va retourner à Marseille. Oui, ça devient exaspérant de voir que... 17e, 18e. Depuis 2021, Marseille en grand. Des milliards et des milliards, c'est pas où ils sont, mais rien n'avance. Pareil, là aussi, c'est des réunions, c'est des audits, c'est ci et ça, et on ne voit rien avancer. Macron se déplace demain à Marseille, bon, on va voir ce que ça va donner, mais quoi? Concrètement, quand on voit dans quel état est la ville de Marseille, qui plus est avec l'approche des élections municipales, ça ne va pas arranger les choses. Je me pose des questions, quant à ce que fait Macron, encore une fois, à Marseille. Est-ce que sur la sécurité sur la sécurité, nos policiers font ce qu'ils peuvent, ils travaillent matin, midi et soir, que ce soit l'OFAS, que ce soit les services de renseignement et autres, font un travail considérable, il faut pas le nier, c'est évident. Maintenant, il y a besoin d'effectifs considérables, il y a beaucoup de besoin d'OPJ. Et de fermeté peut-être. Pardon ? De fermeté aussi peut-être. Et de fermeté en matière de justice, oui. Alors là, sur la mairie. Je pense que là-dessus, on ne peut pas nier, je parle sous contrôle de Philippe, mais Darmanin a quand même fait des choses, quoi qu'on dise. Ce coup des prisons de haute sécurité, ça a foutu quand même un coup. Ça déstabilise, on l'a vu avec Dijon. Tout ça, il y a deux forces qui s'opposent, c'est des aides-mafias, ces réseaux mafieux qui sont très très forts, et l'État, on en est là. Et il faut tenir le coup. Et même les mafias entre elles. Et les aides-mafias versus Yoda, etc. Oui, alors Yoda s'est fait un peu décapiter, ce qu'elle veut dire. Parce qu'ils ont réglé leur compte. Mais moi, je crois qu'il faut tenir la ligne, ne peut rien lâcher, se réapproprier ces quartiers, c'est pas gagné, mais il faut le faire. Et vous savez que je suis un partisan. Il y a un travail à faire sur le maire, par exemple, sur le terrain. Les élus, on parle de sécurité globale. Là, encore une fois, il n'y a pas que le régalien qui doit régler le problème. Le maire a une responsabilité. Vous me permettez de poser une question aux grands spécialistes, et sans rire. Non, mais vraiment, là, c'est sérieux. Bruno, on voit bien l'utilité de ces interventions ponctuelles, place nette, mais comment pourrait-on espérer que la police puisse continuer le travail? Est-ce qu'elle n'est pas assez nombreuse pour demeurer longtemps sur ces places qu'elle a purifiées d'une certaine manière? Vous me tendez la perche, mon cher Philippe. Le cas de dire, il faut travailler sur plusieurs piliers, plusieurs axes, plusieurs piliers. Les opérations coup de poing, etc. Oui, il peut dire oui, mais ça dure 15 jours et puis c'est fini. Non, le problème c'est qu'on a tendance à travailler que sur l'aspect sécuritaire, et je sais que vous êtes sceptique parfois sur ce sujet, mais il y a un travail de fond à mener sur l'éducation, la prévention, etc. Si on ne reprend pas tout à la base, on ne se réappropriera jamais ces quartiers. Moi, j'ai toujours cette expérience, et je le dis, sans fanfanterie, parce que j'ai travaillé 10 ans dans les quartiers de Corbeil, ils sont très difficiles. J'avais toutes les possibilités de mettre en place, parce qu'il y avait la montée des frères musulmans déjà en 95-2005, la montée des trafics de drogue qui commençait à arriver. Moi, je suis arrivé. On m'a donné tous les moyens, Serge Dassault, qui était le maire de cette ville, m'a donné tous les moyens pour occuper le terrain. Ces quartiers-là doivent être réappropriés par les associations, par les acteurs que sont les maires, etc. Et ensuite, le travail de la police qui vient derrière renforcer le travail sur les réseaux avec l'OFAST, avec les services anti-stup, les renseignements territoriaux, etc. Et la sécurisation. C'est pour ça que je suis partisan, évidemment, de faire des équipes police militaires pour pouvoir assurer une sécurité permanente sur ces quartiers. Je parle de sécurisation. Là, donc il faut avancer sur plusieurs fronts, sinon on n'y arrivera jamais. Le problème, Bruno, c'est votre action, elle est très long terme, et pendant ce temps-là, le trafic continue. Oui, mais il faut continuer à travailler, Philippe. C'est vrai que ça. Vous avez raison, ça va pas. Moi, si je le fais depuis 35 ans, c'est que j'y crois. Mais il faut qu'on le fasse de façon plus forte et qu'on n'entende pas les élus toute la semaine nous dire le régalien, la sécurité, c'est le régalien. Non, mais quel temps perdu, depuis tant d'années. Là, c'est catastrophique. Le énième voyage d'Emmanuel Macron à Marseille, alors c'est sûr qu'il est supporter de l'OM, mais là, il n'y a pas de match a priori pendant sa visite, donc il n'ira pas les voir jouer. Mais moi, quand je vois ce qui se
passe à Marseille, encore hier soir, un buraliste a été braqué à la Kalachnikov. Il a été blessé par une balle, 25 ans. Vous vous rendez compte ? Et cette ville est devenue hors de contrôle. On y a englouti des sommes considérables. Et moi, quand je vois Emmanuel Macron aller à Marseille en disant chaque fois, alors après qu'on est, il peut faire les conférences en public, dans la rue, on vire les points de deal qui, dès qu'il est parti, reviennent. Quand je vois Emmanuel Macron venir défendre sa politique à Marseille, j'ai l'impression de revoir Léonid Brejnev défendant le Gosplan qui ne marchait pas depuis 1917, mais en disant le communisme c'est bien, ça marche. La preuve, on est là et on a le 22e, 23e, 24e Gosplan. Sa politique est un échec total en termes de sécurité. Je rappelle quand même que l'an dernier, la France a passé les 4000 tentatives d'homicide. Vous vous rendez compte ? Ça fait 12-13 personnes par jour qu'on tente de tuer. Est-ce qu'on se rend compte de son échec en termes de sécurité à Marseille, à Dunkerque, à Brest et à Strasbourg et partout ? C'est ça la question. Plutôt que d'y aller, il ferait mieux d'agir. Mais c'est sûr que la communication, c'est beaucoup plus facile que l'action. Merci beaucoup en tout cas messieurs, vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus, on reviendra sur ces 16 morts dont un Français dans une attaque terroriste qui a ciblé la communauté juive. C'était à Sydney. Le président du CRIF sera avec nous, Franck Touboul, et bien entendu si vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus ici. Parlons vrai, ça s'appelle, c'est comme ça que c'est pour ça qu'on vous donne la parole. La voix est, en tout cas est précieuse, la parole aussi, et on vous la donne au 0826 300 300 avec Zach qui est avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Les gens vous aiment beaucoup, Philippe Bilger, sachez-le. Ah bon ? Absolument. Et Bruno Pomar aussi, il l'apprécie. Mais je me suis toujours demandé pourquoi. Ah bon ? Donc ils n'ont pas à choisir. Philippe, que j'apprécie qui ? Philippe David ? Non, mais non, les gens vous apprécient. Vous appréciez tous les deux. Oui, bien sûr. Parce qu'on est des gens normaux. Non, parce que vous dites les choses. Voilà. Oui. Voilà. Ouais. Vous nommez les choses. Voilà. Mais après, on peut ne pas être d'accord avec vous, mais au moins, c'est vrai, vous dites les choses. Là, voilà. c'est exact. Et c'est important, une ligne de conduite de le dire. obligatoire à Sud Radio, on dit ce qu'on a envie. Tout ça pour dire que la parole ici est libre, que n'importe qui peut venir débattre avec nous. D'ailleurs, il y a quelques auditeurs au 0826 300 300 et par mail qui nous ont envoyé une possibilité de dire moi je veux bien débattre avec vos vraies voix. Donc on va mettre ça en place dès le mois de janvier. Vous pourrez venir ici comme invité autour de la table avec Philippe David. Oh, ça va être bien. Ah oui, mais moi j'adore. On va s'amuser, moi j'adore. Ah ouais. Mais donc, d'ici que les auditeurs, ma chère Cécile, aient encore plus de poids que nous, ça va devenir dramatique. Ah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Parce que d'ici qu'il y a un coup d'État contre le Dodu... Les coups d'État, c'est le 2 décembre en général, donc j'ai encore un an d'attente. Voilà, on va y aller. Allez, tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et 16 morts, dont un Français dans une attaque terroriste qui a ciblé la communauté juive à Sydney. François-Louis Un drame, Cécile. Un père de famille et son fils ont tiré hier sur la foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur une plage mythique de Sydney. Le Premier ministre australien a dénoncé un acte d'antisémitisme maléfique. Franck Touboul, vous êtes président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Que ressentez-vous après cet attentat, une fois de plus terrifiant et maléfique, comme l'a dit le Premier ministre australien ? Que voulez-vous que nous ressentions ? Une forme de lassitude mêlée à une immense tristesse. C'est une fête en général que l'on qualifie de fête pour les enfants. D'ailleurs, elle est dans le calendrier très proche de celle de Noël. On allume une bougie chaque jour, ou chaque jour il y a un cadeau pour les enfants. Et donc il devait y avoir beaucoup d'enfants qui ont été victimes ou physiquement ou psychologiquement en voyant ces scènes d'horreur, ces gens courir sur cette plage. Et donc c'est un sentiment de déjà-vu, en particulier pour nous à Toulouse. Donc voilà, on est très malheureux. Les personnes plus âgées pleurent devant leur écran de télé, ils sont tristes, ils se demandent où ils vont aller. Parce que pour eux, l'Australie, ça sonne tellement loin que c'est pas un pays qui est connu pour être un pays dangereux. Et même là-bas, l'islamisme radical frappe. Et ça c'est effrayant. C'est effrayant et c'est terriblement triste. Ça fait beaucoup quand même pour une toute petite communauté dans le monde. Je crois qu'il y a même pas 100 000 juifs en Australie.
ça fait beaucoup, quoi. C'est lourd à porter. Hein. Face à cet épouvantable crime collectif, est-ce que, comment dire, vous avez éprouvé comme moi un sentiment de reconnaissance infinie devant ce héros de religion musulmane qui avait 2 enfants, qui vendait des légumes et qui a été d'un courage extraordinaire. Ah oui. Ça ne compense pas, bien sûr, la tragédie, mais ça montre à quel point ils font du mal aux musulmans eux-mêmes. Oui. Non, vous savez, monsieur Bigère, je ne veux pas retenir la religion de la personne. C'est un être humain qui s'est comporté comme un être humain. Ce n'est pas parce qu'il y a des barbares qu'on doit s'émerveiller devant les actes que je qualifierais de presque naturels d'un être humain qui a senti qu'il avait là une possibilité de mettre un terme à cette barbarie. Et il ne s'est pas posé lui-même la question de savoir si celui qui était en train de tirer était de religion musulmane ou pas. Et que de la même façon que nous ferions une sorte de racisme à l'envers si nous nous intéressions à la religion des héros, je dirais, des temps modernes qui simplement tentent, quand ils le peuvent, de mettre un terme à un acte absolument barbare. Moi, je ne fais pas d'amalgame entre ceux qui sont de telle ou telle religion quand ils commettent un attentat comme celui-là. Je connais l'adversaire. Nous devons lutter tous ensemble contre l'adversaire. C'est une version radicale de l'islam. Ce ne sont pas les musulmans. Monsieur le Président, est-ce que vous sentez quand même d'être soutenu par les populations? Alors je sais que c'est très compliqué parce que beaucoup ont peur, mais dans cette dérive et dans ces drames quotidiens, il y a quand même une majorité de gens qui vous soutiennent. Il y a une majorité de gens qui ont conscience, je pense, après tout ce que nous avons traversé en France, avec Charlie, avec Nice, avec Otsaratora, l'hypercacher, il y a une majorité de gens qui savent que nous avons un adversaire commun. Et que hier il a frappé la communauté juive, mais avant-hier il avait frappé un journal, etc., etc. Donc ceux qui ont conscience, qui ne mettent pas qui ne font pas l'autruche, qui ont réalisé en réalité le défi qui était face aux nations occidentales par rapport à cette dérive de l'islam qu'est l'islamisme radical, ceux-là sont de notre côté parce qu'ils savent pertinemment que nous avons été victimes hier et qu'ils le seront peut-être demain. Donc je pense que cette partie-là de la population qui a une conscience politique plus éveillée sur ces questions-là est de notre côté. Et il y a ceux, les idéologues, qui ont une vision beaucoup plus altérée de la réalité ou qui poursuivent un objectif politique, vous savez très bien à qui je pense, et qui, eux, préfèrent ne pas voir la réalité de cette menace parce que ça desservirait leurs intérêts, leurs calculs. Mais cela se trompe parce qu'ils seront, autant que nous, les premières victimes lorsque ces gens-là prendront plus de place et plus de pouvoir dans les démocraties occidentales. Vous savez, quand on regarde ce que la Belgique est en train de devenir, ce que les Pays-Bas, vous savez, hier il y avait également un allumage de Hanouka à Amsterdam, des Juifs ont été pris pour cible, c'est pas la première fois, il y a eu une chasse aux Juifs avec des Juifs jetés dans le canal à Amsterdam il y a quelques mois de Dans un match de football, en marge d'un match de football de l'Ajax contre un club israélien. Absolument, donc vous savez, si l'Europe ne prend pas conscience de ce défi, la bataille sera perdue et les Juifs n'auront été que, comme à chaque fois dans l'histoire, les premiers annonciateurs d'une grande bascule. Bruno Pomar, on a très peu de temps entre nous. Oui, juste à continuité de ce que dit le président, effectivement, on a entendu d'ailleurs une déclaration, puisqu'il ne l'a pas dit ouvertement, mais moi je le dis, j'ai très pas de rapidement, parce qu'on a très peu de temps. Mélenchon qui dit c'est du terrorisme antisémite de masse. Il n'a pas dit terrorisme islamiste. C'est pour dire encore qu'une fois, ces gens-là sont encore dans une doctrine qui soutient quelque part indirectement ce qui se passe. C'est terrible. Mais évidemment, il y a une absence de nommer les choses. Il faut nommer les choses si on veut pouvoir le combattre. Et ça ne les arrange pas qu'on nomme les choses. Donc, si vous voulez, comment peut-on mener une bataille si on n'identifie pas son ennemi? Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment distinguer les choses. Il faut surtout ne pas tomber dans l'amalgame. Parce que beaucoup de... Vous savez, au moment où je vous parle, je suis au Maroc. Et au Maroc, il y a des sapins de Noël partout. Oui. Il y a des décorations de Noël. C'est bizarre quand même, on ne se pose pas cette question-là. Et au Maroc, toutes les communautés vivent paisiblement. Donc il ne faut pas créer d'amalgame. Il faut identifier l'ennemi, mais surtout, pour mieux le combattre, il ne faut pas l'amalgamer, parce que beaucoup de musulmans dans ce pays, comme ailleurs, ne se reconnaissent pas dans cette version radicale qui exclut les autres religions ou qui les traite comme des sous-populations qui méritent d'être tuées si elles résistent.
Merci en tout cas. Merci, il faudra peut-être de nouveau une grande marche à Paris, un peu partout en France aussi. Merci beaucoup Franck Touboul d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du CRIF de Toulouse. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le coup de gueule de Philippe David. L'État ne doit pas acheter moins cher, il doit acheter avant tout français. Et ça c'est bien. On en parle dans un instant, mais tout de suite. On va parler de bourse avec notre ami Thomas Binet. Et on se retrouve juste après. Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Kerriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde entend évoquer à droite et à gauche dans les médias. C'est le monde des ETF, les Exchange Trade Funds, et les avantages d'investir dans un panier d'actions. Alors en effet, les ETF sont des instruments qui intéressent de plus en plus d'épargnants. Mais Fabien, qu'est-ce qu'un ETF concrètement et exactement ? Alors un ETF, le F c'est pour fonds, fund en anglais, et ET c'est Exchange Traded, donc c'est-à-dire qui est négocié en bourse. Donc c'est un fonds d'investissement qui se négocie en bourse, donc avec les avantages de la négociation en bourse, c'est-à-dire qu'on a de la liquidité, donc c'est facile d'entrer et de sortir. Ce sont des produits qui cotent tout au long de la journée, parmi les heures d'ouverture de la place boursière sur laquelle elles cotent. Donc c'est un moyen d'investir à travers un fonds dans un panier d'actions. Un ETF réplique généralement la performance d'un indice boursier, et donc avec un seul instrument, ça permet d'investir dans plusieurs actions à la fois pour des plus petites sommes et très facilement avec une grande liquidité. Alors on voit que ces ETF deviennent de plus en plus populaires, mais pour quelles raisons ? Il y a différentes raisons, mais c'est vrai que c'est des produits de plus en plus populaires. L'AMF, qui suit de près l'activité des investisseurs en France, recense depuis le début de l'année 250 000 nouveaux investisseurs dans les ETF, alors qu'on n'en a même pas 200 000 sur les titres vifs, sur les actions. C'est bien que ces produits, effectivement, gagnent en popularité auprès des nouveaux investisseurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont populaires ? Pour 3 raisons principales. C'est simple. Parce qu'effectivement, ce sont des fonds d'investissement, donc c'est très facile de les négocier puisqu'ils sont sur des places boursières. C'est un investissement qui est diversifié, puisqu'on achète un panier d'actions au lieu d'acheter une action directement. Et donc, pour une petite somme, on peut ne pas mettre ses œufs dans le même panier, comme on dit. Donc, c'est diversifié. On investit dans plusieurs entreprises. Et enfin, ce sont des instruments qui ont peu de coûts intégrés dans ces produits, puisque comme on réplique la performance d'un indice, c'est quelque chose qu'on peut faire avec un algorithme, qu'on peut faire de façon automatisée. Donc, les frais sont particulièrement faible. Mais on est d'accord, pour autant, ça ne garantit pas le fait qu'on puisse gagner de l'argent avec. Pas du tout, il n'y a aucune garantie, puisque quand on achète un ETF, on achète un panier d'actions, donc on investit en bourse, on achète des parts de sociétés, et donc si les sociétés se portent bien, on gagne de l'argent en les revendant. Si les sociétés portent mal, si on investit sur un secteur technologique ou une zone géographique qui se porte mal, on perd de l'argent. Alors on entend souvent quand même dire que l'indice MSCI World est recommandé aux débutants, c'est juste ou pas ? C'est l'investissement peut-être le plus diversifié. Le fameux MSCI World, c'est un indice boursier qui représente les actions des 23 pays développés, et ce sont les plus grosses capitalisations de tous ces pays. Donc on investit dans 23 pays différents, dans plein de secteurs différents, puisqu'on prend les plus grosses entreprises de chacun de ces pays. Donc c'est peut-être le plus diversifié, et donc dans un rapport de rendement-risque, encore une fois, celui qui est peut-être le plus adapté aux nouveaux investisseurs qui n'ont pas la possibilité d'analyser chaque société en détail. Alors un autre atout serait, et qui est non négligeable d'ailleurs, serait que la liquidité de ces ETF. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur justement cette liquidité et pourquoi c'est important pour les investisseurs ? Écoutez, on peut prendre un exemple. Dites que vous vous intéressez au marché émergent et que vous voulez investir en Chine, en Inde ou dans des pays d'Asie que vous connaissez peu. Il y a le problème des règles de fonctionnement dans ces pays-là pour investir, on ne sait pas comment on fait. Il y a le problème de la devise, il y a le problème des horaires et le problème de la liquidité. Si vous achetez un ETF qui cote sur la place de Paris, donc qui cote sur Euronext Paris, vous allez pouvoir très facilement acheter et vendre un instrument avec les règles que l'on connaît, mais qui vous donnera une exposition à ces marchés émergents. Et donc vous avez la liquidité, vous avez la simplicité d'investissement, mais l'exposition à des marchés qui sont difficilement abordables sinon. Mais en revanche, qu'en est-il des risques, Fabien ? Parce que les ETF sont-ils moins risqués que le fait d'investir dans des actions individuelles, par exemple ? Alors, un ETF, on disait, c'est un investissement dans un panier d'actions. Donc le fait d'investir dans plusieurs sociétés, effectivement, permet de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On divise le risque. On divise le risque. Si on investit sur un secteur technologique, on divise le risque lié à une entreprise en particulier, mais on est exposé au risque du secteur. Il faut se rappeler que tout investissement comporte des risques et on peut perdre une partie de son investissement. Voire son capital.
Exactement. Ah oui, parce que quand je parle d'investissement, c'est le capital investi. Merci de le préciser. Alors, justement, Fabien, dernier point que je voulais voir avec vous. Existe-t-il des ETF qui sont spécifiquement adaptés à certains secteurs ou thématiques, justement? Bien sûr, les ETF sont fabriqués par des sociétés, sont vendus et émis par des sociétés de gestion. Et donc, c'est eux qui choisissent quel secteur ils veulent mettre dans leurs ETF. On en a sur la défense, en ce moment particulièrement populaire, sur la tech, sur les États-Unis, sur les banques. Donc, on retrouve à peu près tous les secteurs et c'est un bon moyen d'investir de façon facile. Merci Fabien pour vos explications qui étaient très concrètes et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Osez Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. André. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous avez raté plein de choses que vous retrouvez bien entendu sur les réseaux sociaux, en l'occurrence des débats qu'on a eus avec Philippe Bilger, avec Bruno Pomar, avec Philippe David, bien entendu. Vous n'allez pas, en revanche, vous allez pouvoir remporter un très joli cadeau. Le sapin de Noël Sud Radio. Mais comme vous n'avez écouté que la moitié de l'émission, on va vous donner la moitié du cadeau. Vous reviendrez en 2026 pour avoir la deuxième partie. Mais non, on plaisante. Vous allez remporter un air fryer crispy de la marque Ninja qui cuisine sainement pour toute la famille avec sa conception en verre. Cuisinez, surveillez vos cuissons en un clin d'œil tout en limitant la vaisselle grâce aux récipients empilables. Un air fryer crispy de la marque Ninja, ça je peux vous assurer que c'est un joli cadeau. Donc vous allez envoyer un SMS, vous allez envoyer sapin, S-A-P-I-N, par SMS au 7 20 18, 7 20 18. Merci, mettez un smiley genre ouais, c'est moi qui vais passer à l'antenne. Et puis on sera très heureux effectivement de vous accueillir à l'antenne pour le ou la gagnante de ce très joli cadeau. Allez, tout de suite, vous l'attendez avec impatience. Il est là, c'est Philippe David et son coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village qui se situe dans le 12e arrondissement de Paris. Pourquoi le 12e arrondissement de Paris? Parce que c'est dans cet arrondissement que se trouve le ministère de l'économie et des finances et qu'une réunion sur l'achat public s'y est tenue aujourd'hui. On en a parlé longuement ce matin sur Sud Radio avec l'interview de David Amiel, le ministre de la fonction publique par Jean-François Aquili. On écoute ceci. David Amiel, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, une hypothèse qui donne 5 milliards d'euros à terme, pas l'année prochaine, mais d'économie potentielle, rien qu'en optimisant les seules collectivités, les achats des seules collectivités locales. C'est réaliste ou pas? C'est réaliste à terme de faire plusieurs milliards d'euros d'économies, puisque dès l'année prochaine, nous visons 850 millions d'euros et on a bien l'intention de continuer les années suivantes en étant encore plus ambitieux. Vous avez entendu l'objectif du gouvernement, 850 millions d'économies sur les achats publics dès cette année, avec à terme un objectif de 5 milliards. Un pari pas trop difficile à réaliser. Les achats publics basiques, je mets des guillemets, bureaux, stylos, lampes, cafetières, représentant 230 milliards d'euros. Et le ministre l'a rappelé ce matin, une cafetière pouvant être payée le double via une centrale d'achat public que via un distributeur, on ne peut faire des économies. Dommage qu'on ait mis tant d'années à s'en prendre à une dépense qui aurait pu être facilement diminuée. Mais j'aimerais qu'on mette une chose avant le prix dans le débat sur l'achat public, le Made in France. En effet, le but de l'achat public est, outre d'être le plus raisonnable possible en termes de dépenses, de stimuler la production locale, que ce soit agricole ou industrielle. Et le moins qu'on puisse dire est que l'État a, depuis des années, pratiqué la préférence étrangère au Made in France dans nombre d'achats. Allez, quelques exemples. L'appel d'offres pour remplacer les fusils d'assaut de l'armée française, les FAMAS, a été rédigé de telle manière qu'aucune entreprise française ne pouvait répondre. Pourtant, on aurait pu mettre sur le coup une entreprise comme Vernet-Caron qui a frôlé la faillite, a été reprise il y a quelques mois. On a préféré acheter allemand avec les HK416, chercher l'erreur en termes d'emploi et de souveraineté. Pareil pour les véhicules dans lesquels roulent nos services publics. Allant régulièrement en Allemagne et étant passé en Italie l'été dernier, j'ai vu 100% de véhicules allemands marqués Polizei et 100% de véhicules italiens marqués Polizia de l'autre côté des Alpes. Regardez nos véhicules de police, certains sont même de marque américaine. Pareil pour la nourriture. Je préfère qu'on nourrisse nos enfants dans les cantines avec des produits français qui sont sains et de qualité à des produits venus du bout du monde, parfois
produits avec des engrais et pesticides interdits chez nous, car considérés comme dangereux pour la santé humaine, et dans tous les cas de figure, tant pis si c'est un peu plus cher. C'est ce que vous énoncez et dénoncez, ça paraît une évidence. J'aimerais, comme vous êtes un omniscient, que vous essayiez de m'expliquer pourquoi cette préférence étrangère contre l'évidence est cultivée. Ah bah parce qu'en France, on a un truc, c'est que voilà, non, et puis surtout, on ne veut pas paraître comme chauvin, etc. Vous savez, ils font, comme disait le général de Gaulle il y a 60 ans, certains passent leur temps à sauter à pieds joints en criant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Je peux vous dire une chose, en général, les appels d'offres à l'étranger, j'en ai vu quelques-uns dans mon ancienne vie professionnelle. Je peux vous dire que quand en Suisse, ils veulent que ce soit une marque suisse qui ait un chantier en éclairage public, ils savent gérer l'appel d'offres de manière à ce que ce soit une marque suisse. Même si c'est plus cher, à la limite. Même si c'est plus cher, les Allemands pareil, etc., etc. Et donc, il faut qu'on fasse la même chose que les autres. C'est tout. Mais les Français sont pas masochistes. Mais si, ils le sont. Mais on est totalement masochiste. On est content de se faire fouetter et en plus on en redemande. C'est les administrations qui gèrent les achats, etc. aussi, qui sont responsables de tout ça. Bien sûr. Dans le domaine privé, c'est exactement la même chose. Je pensais à un moment où tu parlais des baies vitrées. Oui. Bon, mon beau-fils allait les acheter au Portugal. Il a payé 2 fois ou 3 fois moins cher. 2 fois ou 3 fois, mais moins cher que la France. Oui. C'est là aussi où on est mais schizophrène dans ce pays. Souvenez-vous, les écolos, leurs manifestations, ils avaient des t-shirts made in China. Oui. Pourtant, on est sur les écologistes. Donc, même là, il y a un souci quand même. Mais ils sont venus en bateau à voile. Ils n'ont pas pollué pour traverser les mers. À la nage, non? Oui, mais là, ils ont été animés par le CEP. Qu'on annonce, le ministre, jusqu'à 5 milliards d'économies. Mais on peut. Mais attendez, cette gabegie. On verra si c'est un effet d'annonce ou si. Excusez-moi, c'est 230 milliards. Plus si on ajoute après tous les achats, parce que dedans, il n'y a pas les rafales qui sont comptées. Parce que là, il n'y a pas de concurrence. La France équipe ses avions par des avions français, Dieu merci. C'est 400 milliards. D'accord. Donc c'est vraiment colossal. Il n'y a plus personne qui gère rien en fait quoi. Mais non, c'est bien ça le drame. Et puis on reviendra sur les agriculteurs demain avec Jean-François Aquili entre 8h15 et 8h30 puisque Annie Genevard sera la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire sera donc son invité politique que vous pourrez bien entendu, commenter. Je me suis coupé le micro toute seule. C'est de l'autocensure. Exactement, c'est de l'autocensure. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur un sujet très important aussi, passionnant, sur les 41% des Français qui souhaitent l'arrivée d'un homme autoritaire au pouvoir. Philippe. Et on vous pose cette question. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord à l'arrivée d'un homme ou d'une femme autoritaire au pouvoir? Eh bien, vous êtes d'accord à 65%. Ah, quand même. Vous voulez réagir? On attend vos réactions au 0826 300 300. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h30. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? Ouais, ça va. Moi, c'est Maxime qui m'avait censuré, il aimait couper le micro. Et nous, visiblement, vous ne posez pas la question si on revient. Je venais de tourner la tête. Je venais de tourner la tête vers la droite pour m'adresser à vous. D'abord, je parle à mon co-animateur, si vous me permettez. Déjà, soyez reconnaissants d'être ici, parce que déjà, c'est déjà pas mal. C'est dingue. Donc, bon, on se calme un petit peu. Tout ça pour dire que nous faisons cette émission pour vous, et grâce à vous, donc ça c'est important de le dire et on vous remercie tous les jours en tout cas d'être là avec nous. Si vous avez des sujets, si vous voulez parler, vous pouvez nous envoyer des mails. C'est quoi le mail, mon cher Maxime? Je participe @sudradio.fr. Qu'est-ce qu'il est fort là. Il sait tout faire. Sur le bout des doigts, je connais tout. Mais il sait tout faire. Voilà. Qu'est-ce que prend Philippe David au petit déjeuner? Du lard. Voilà. Très souvent du lard. Il sait tout. Je peux en manger d'ailleurs. Ah oui, il va à l'hôtel. Il sait tout. Oui. Il dit c'était de la choucroute garnie, ça a embaumé le bureau. Merci beaucoup. Choucroute de navet, absolument. En fait, il a des dossiers sur tout le monde. C'est ça le problème. C'est bon, une choucroute de navet. Allez, soyez les bienvenus. On revient sur les agriculteurs français. Sont-ils les grands Non, pas du tout. Non, c'est la question du soir là. C'est la question du soir. Eh ben, je vais la poser. C'est le baromètre Sebipov. Tu vois, vous savez, c'est à force de dire des bêtises, on ne sait plus où on en est.
en est. 41% des Français seraient prêts donc à confier le pouvoir du pays à un homme fort, Philippe. Et on vous pose cette question. 41% des Français souhaitent l'arrivée d'un homme autoritaire au pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Eh bien, si vous êtes 41% dans le baromètre, vous êtes 65% sur Twitter à dire que vous êtes d'accord. Venez nous expliquer pourquoi vous êtes pour ou pourquoi vous êtes contre. Les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Ah oui, ça sonne déjà. Bienvenue. Je veux dire que 40 rois en 10 siècles valent plus que bientôt 6 républiques en 200 ans. Louis de Bourbon, descendant de Louis XVI. Et déjà à l'époque, quand on lui demandait s'il voulait être roi, il répondait: moi je suis disponible, donc demandez aux Français. Vous croyez plus que c'est un système qui est parfait, la démocratie? Notre chère patrie, la France, le plus beau royaume sous le soleil. Et la loi salique le spécifie nettement, n'a pas à être gouvernée par des assassins et des voleurs. Notre jeunesse est perdue, la France est perdue, il faut la sauver, il faut vider ce palais bourbeux. Vive le roi. Les vraies voix Sud Radio. Et ça sonne déjà au 0826 300 300. On va dire bonjour à Hector. Bonsoir Hector. Bonsoir Hector. Bonsoir, merci de me donner la parole. Attendez, bougez pas Hector, parce que je voudrais d'abord qu'on lise, si vous permettez, François-Louis. Oui, ça échange beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous écrivent sur Twitter, comme d'habitude, sur X plutôt. Alors, ils veulent un homme français, pourquoi pas, mais surtout un homme qui occupe et qui s'occupe des Français, surtout. C'est important de le préciser. Autoritaire avec les délinquants, non. Mais pas avec les honnêtes gens, parce que justement, trop pointe des déséquilibres d'autorité. C'est ça qu'il faut souligner, c'est ça que nous disent nos internautes. Et ben voilà. Hector, vous êtes d'accord avec ce qui est dit ou pas du tout? Moi je suis d'accord, mais avec une nuance. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vu les derniers événements, on a vu que on peut être très autoritaire avec les agriculteurs, mais peu avec certains délinquants. Et le côté autoritaire, c'est-à-dire autoritarisme, alors qu'il suffirait juste d'avoir un homme politique qui soit ferme et qui devra faire autorité, justement, notamment face aux juges qui voudront l'empêcher qu'on applique nos lois, notamment. Voilà. Ça s'appelle du courage, peut-être, Hector. Juste oui, ça s'appelle du courage, ce n'est pas de l'autorité, et les gens confondent autorité avec du courage. Mais l'un ne va pas sans l'autre, normalement. Restez avec nous, Hector, Philippe Bilger. Ma chère Cécile, longtemps j'ai pensé que j'étais un des rares citoyens totalement immatures sur le plan politique, et parce que je considérais que la personnalité du dirigeant valait mieux que le programme qu'il proposerait, puisque de toute façon, tôt ou tard, il le violerait. Et donc, aujourd'hui, mon immaturité est rejointe, je crois, par beaucoup de Français qui considèrent que le projet politique n'a pas véritablement d'importance, mais que ce qui compte fondamentalement, et je le crois, demain, c'est une personnalité, homme ou femme, de confiance, autoritaire, courageuse, libre, ayant un certain nombre de qualités qui rassureront les Français. Mais vous parlez de moi, Philippe. Oui, formidable. Non, mais on voit, en fait, ce que veulent les gens, c'est, on voit la déliquescence dans laquelle on est, de pire en pire, donc on fait plus confiance à ces politiques, et tu as raison de le dire, Philippe, mais on le voit dans tout un tas de pays. Je regardais au Chili. Ouais. Président d'extrême droite, parce que les mecs ils disent on veut la sécurité, voilà. Bukele. Au Salvador. Trump, mais même Trump, qui a disparu, qui est revenu. Pourquoi? Parce que les mecs ils vont dire attends, celui-là, il rigole pas. Et en France, on a besoin de ça. C'est pour ça qu'encore une fois, quand on voit dans quelle dérive on est actuellement, il faut pas s'étonner de voir arriver potentiellement au pouvoir le Rassemblement national. Non, mais, moi, je le pense réellement. Moi, je crois fondamentalement une chose, c'est qu'il y en a deux. La première, c'est le personnage, mais c'est surtout le courage. Et on n'est pas obligé d'être un homme pour avoir du courage. Je vais vous prendre un exemple. Un pays voisin qui a toujours été, ou presque, une démocratie, et pourtant c'est une monarchie, qui s'appelle le Royaume-Uni. En 79, il était au bord de la faillite. Il était prêt à demander un prêt au FMI quand même, comme un pays du tiers-monde. Et Margaret Thatcher est arrivée. Et inutile de dire que elle y est allée à la serpe. Tout ce qui était pas rentable et qui était dans le giron public, elle a tout fermé. Il y a eu de gros dégâts quand même. Hein, mais il y a eu, attention, attendez, 75, les années 75, c'était 79, ça arrive pas. Non, mais je veux dire, il y a eu de gros dégâts au départ, mais après l'Angleterre a connu des périodes de plein emploi comme on n'en a jamais connu. Et je constate une chose, une des plus grosses communautés françaises du monde se trouve à Londres. Ce qu'il y a de bien, c'est que les Français vont en Angleterre pour travailler, alors que les Anglais viennent en France pour passer leur retraite. Ce qui prouve quand même la différence de paradigme entre les deux pays. Mais il y a quelques jours, Alain Juppé a dit qu'il était effaré par le fait que on puisse vouloir un régime autoritaire. Mais si on n'avait pas eu des
politique avec zéro courage comme Alain Juppé, qui en 95 capitule devant les grévistes de la SNCF et de la fonction publique, quitte à faire des trous monstrueux dans le déficit des retraites qu'on paye aujourd'hui et que nos enfants, nos petits-enfants vont payer, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il faut des gens qui ont du courage, et donc c'est tout le contraire de la classe politique qu'on a eue depuis 50 ans. Oui, mais avec, on peut, avec la réserve très importante, c'est que pour que les politiques dures, vigoureuses, rigoureuses dans tous les domaines soient acceptées, il faut que la personnalité qui la demande inspire une confiance totale. Le grand problème, c'est que parfois, on exige du citoyen des politiques extrêmement dures, austères, mais que celui qui les propose, ou celle, ma chère Cécile, eh bien, n'inspire pas une confiance démocratique absolue. Ça, c'est capital, et il faudrait trouver quelqu'un. Hector, qu'en pensez-vous ? Moi, ce que j'en pense, c'est que le grand trouble de notre temps par rapport aux hommes politiques, c'est qu'avant, on avait quelque chose qui était sympa, c'est qu'on avait quand même le service militaire, et aussi on avait une espèce de doctrine qui était le don de soi aussi. Et l'engagement. Voilà, l'engagement et une conscience publique. Alors, conscience publique qui malheureusement est morte il y a très longtemps sur les bancs de l'ENA, j'ai l'impression, avec des gens qui n'ont jamais servi réellement. Et du coup, le manque de confiance envers la classe politique notamment. Il y a, Philippe Bilger a dodelinné, il a dodelinné de la tête. Non, mais Hector est très intéressant, mais c'est sûr je ne suis pas persuadé que la dérision qu'on a, et il ne l'a pas, il est tout à fait correct, à l'égard de ceux qui sortent de l'ENA soit très justifié. Mais c'est un point de vue personnel, peut-être une sorte d'héritage familial. Ouais. Et on tourne, on va voir François-Louis, il y a des messages, il y a des questions qui sont posées sur les réseaux sociaux. Absolument, il y a un internaute qui s'appelle Eval Jean, si je ne prononce pas mal. Il demande son frère s'appelle Jean. Jean peut-être. On en devine, et il pose la question: un général d'armée pour mettre au pas tous les ennemis de la France. C'est pas vraiment une question, mais plutôt une affirmation. Mais on pourrait se poser la question: est-ce qu'un général d'armée pourrait être à la tête du pays? Là, on pense au général de Villiers. Et qui ressort. On le voit beaucoup dans les médias. C'est vrai. Hector, ça vous dirait, vous, un général? Alors je vais être encore, je vais aller un peu à l'encontre de ça. Je suis un ancien combattant. D'accord. Donc j'ai combattu en Afghanistan. Et c'est étonnant. Je suis pas étonné d'entendre ça. Oui. Dans quel régiment? Non, il n'y a pas forcément besoin d'un général parce que ils sont tous très, on va dire pour beaucoup, ils ont, à part le général de Villiers, mais ils sont très politiquement corrects. Ce n'est pas un général qui sauvera la France. Le général, il est là pour servir dans l'armée. Il n'est pas là pour faire de la politique. Après, ça peut être un général de gendarmerie, on n'est pas obligé de... Non, quel qu'il soit, je pense qu'il faut un homme qui ait servi et qui n'ait pas forcément été dans les très hautes sphères. D'accord. Qui comprennent l'appel. Mais vous savez, je vais faire un parallèle. Quand on dit donner le pouvoir à un général, regardez ce qu'on a fait avec Notre-Dame de Paris. Oui. Si on avait filé ça... Excusez-moi à dire, un fonctionnaire, un truc, on était encore dans les travaux dans 10 ans. Là, en 5 ans, Georges, qui est malheureusement en paix et son âme, est mort, il a fait avancer. Alors, il a été dur avec tout le monde. Mais c'est le président. Mais oui. Pour une fois, il faut lui reconnaître. C'est le président qui a nommé Georges Lain, qui a fait tourner la boutique. Et ça a été fait très près. Mais ce qui est très intéressant. Tous en même temps. Ce qui est très intéressant, les commentaires sur Twitter, j'avais pris une note et je l'ai oublié. C'est que ce que demandent les gens, c'est que l'État arrête d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. On le voit comment on a réprimé les agriculteurs par rapport à la manière dont on a réprimé certaines émeutes. On peut dire que c'est franchement le 2 poids 2 mesures en termes de réaction de l'État. Et ça, c'est quand même une vraie question. Les gens n'en peuvent plus de voir que eux, ils dépassent le temps de 3 minutes au parc-mètre, ils prennent un PV, alors que ceux qui crament des voitures sont libres 2 heures après. Ça, ils ne le supportent plus. Sauf que l'État est là, et là souvent on lui a fait le reproche aussi de dire il faut manger comme ça, il faut s'asseoir maintenant, il faut boire de l'eau, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vrai que ça n'envoie pas une image d'un État fort. On a fait du en même temps. On a fait du en même temps. Oui, c'est ça.
cette déferlante dans le micro, c'est mieux, vous savez. Cette déferlante au wokisme qu'on avait venir des États-Unis depuis une quinzaine d'années là, tout ça a anéanti nos valeurs quelque part quand on voit. Et donc on a fait du en même temps en permanence avec tout le monde. Mais c'est les uns et les autres. Vous avez raison. En réalité, il faudrait un mélange de personnalités qui s'occupent véritablement du bonheur et de la prospérité des Français, mais qui en même temps applique l'injonction du président Pompidou que je ne répéterai pas. Il faut à la fois s'occuper d'eux et en même temps leur fiche la paix lorsqu'ils peuvent gérer seuls leur existence. Comme des parents feraient avec des enfants, avec un... Hector, vous, on dit un homme, ça pourrait être une femme aussi de conviction, mais est-ce que des gens comme une Christine Lagarde, qui fait quand même consensus, non pas du tout. Tu nous refais c'est du recyclage, tout ça. C'est bon, stop, arrêtons. Vous dire quelque chose ou pas? Allez-y. Oui. Voilà. Moi, je trouve que, par exemple, Christine Lagarde, tout ça, c'est pareil, c'est du recuit, c'est du refait. Par contre, moi, je trouve qu'il y a une personnalité qui se distingue, moi, je verrais bien, comme une Mélanie, mais je verrais bien Sarah Knafo, justement. Oh là, oui. Voilà. Ouais. Ah bon. Clairement. Et ben voilà. Clairement, parce que oui, je mets un peu peut-être les pieds dans le plat. Mais non, pas du tout. Quand on regarde cette dame s'exprimer, je ne suis pas d'accord avec elle à 100%, évidemment, mais elle a fait partie de la Cour des comptes. Quand elle prend les sujets par le taureau, les sujets qu'elle prend. Elle est courageuse. Ça, c'est vrai qu'elle est courageuse. Regardez l'exemple de Madame Meloni en Italie. Tout le monde s'est moqué d'elle. Résultat, l'Italie, elle nous passait devant. Économiquement, ça va bien mieux en Italie qu'en France. Bien sûr. Et ce n'est pas une générale. Ce n'est pas un officier, voilà. Un petit peu quand même, parce que quand elle parle, c'est difficile de lui couper la parole. En gros, c'est ça. Oui, mais ça c'est l'autorité naturelle. C'est ça, c'est le charisme peut-être. Voilà. Hector, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté ce débat avec nous. C'était très intéressant. Et puis, vous revenez comme vous voulez. On salue la femme d'Hector comme on pense à Georges Brassens dans l'Hérault. Ouais. C'est une des chansons, des plus belles chansons de Georges Brassens. On a compris. Allez, 0826 300 300. Le sapin de Noël. Sud Radio. Mais qui ne sait qui grigne. Jean-Baptiste est avec nous de Nanterre. Bonsoir Jean-Baptiste. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Jean-Baptiste, j'ai quelque chose pour vous. Puisque Jean-Baptiste, écoutez bien ce que vous avez remporté, puisque vous avez joué pour ça, mais je vais quand même vous le redire, ça fait du bien aux oreilles. Vous avez remporté un air fryer crispy de la marque Ninja, qui va vous permettre de cuisiner sainement pour toute la famille avec sa conception en verre. Vous allez cuisiner et surveiller vos cuissons en un clin d'œil, tout en limitant la ficelle grâce au récipient empilable. Vous allez faire plein de jolis mets, vous allez faire des photos, vous allez nous les envoyer, et nous on va pleurer parce qu'on n'a pas de air fryer, voilà. Et donc on va venir dîner chez vous. Voilà, on arrive, on est 22. Et c'est quoi ce truc? L'air fryer, c'est génial. C'est génial. Je vois pas encore très bien à quoi ça ressemble, mais ça a l'air très bien. Alors vous allez voir, vous allez mettre tout à l'intérieur, ça va cuisiner pour vous, ça va rôtir un poulet, vous allez faire des frites de ouf dingo, c'est-à-dire que vous allez même pouvoir ouvrir une baraque à frites devant chez vous, parce que tout le monde va venir chez vous, vous allez voir, c'est un truc de natte. Franchement, c'est très 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 sympa, vous allez voir, tout le monde va être très heureux avec ce joli cadeau. Et pas de vaisselle. Et pas de vaisselle. Jean-Baptiste, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis professeur de français. Magnifique. Très bien. Voilà. Donc vous avez entendu qu'on dit beaucoup de bêtises quand même. Oui, non, mais j'écoute, malgré tout ça, j'écoute le matin et le soir Sud Radio. Merci en tout cas. Merci à vous. Oui, on vous écoute. Non, écoutez, je suis très éclectique puisque je navigue entre France Culture et Sud Radio. Non, alors mettez le cap sur Sud Radio. Ne le dis pas. En revanche, on s'amuse beaucoup plus et on apprend autant sur Sud Radio. Ça c'est bon ça. Jean-Baptiste, il nous faut, quoi qu'il en soit, le cri de la joie. Allez-y. Écoutez, youplala et là-haut, comme disait Maurice Chevalier. Jean-Baptiste, merci en tout cas d'avoir joué avec nous et vous revenez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup Bruno Pomar, merci Philippe Bilger. Philippe David, je vous garde avec moi dans un instant. Le Noël de Sacha, une promesse plus forte que la douleur, et vous allez voir que ça fait plaisir d'avoir des gens qui s'engagent pour des tout petits. Merci beaucoup François-Louis Bourneau. Allez, à tout de suite. Avec plaisir Cécile. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons